C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons ce soir en ligne pour nos collègues qui nous rejoignent en ligne sur Zoom, en présence pour vous tous qui êtes là ce soir. Soyez les bienvenus. C'est un très grand plaisir d'avoir à nos côtés les professeurs Baumer, Reynolds et Madame Bandel qui vont animer ce soir une discussion qui s'intègre dans les activités de la mission de formation continue de l'Université de Genève, car dans cette mission, l'université s'intéresse à répondre aux questions qui pourraient émaner de la cité, répondre aux questions que nous nous posons tous et toutes en tant que citoyens et citoyennes, notamment face à la révolution numérique qui s'engage dans un domaine ici très particulier, et qui, en tant que formation continue, s'intéresse également à apporter des réponses, parfois extrêmement pratiques et opérationnelles, aux professionnels qui sont à la recherche de nouvelles compétences. Car avec la transformation numérique, les métiers changent également, les compétences requises changent, et dans le cas particulier du numérique et de l'art, du patrimoine, énormément de métiers sont concernés, des organisations internationales aux ONG, des fondations aux juristes jusqu'à nos chercheurs et archéologues. C'est pour explorer ces questions qui nous intéressent donc en tant que citoyennes, citoyens, mais aussi en tant que professionnels, parce qu'elles vont toucher nos métiers, que nous allons accueillir tout de suite Madame Bandel, qui va animer le débat de ce soir. Je vous souhaite une excellente conférence et nous restons à votre disposition pour toute question à la fin de la séance. Merci. Merci beaucoup et bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver en présentiel et en virtuel pour les participants à la maison. Je vais maintenant vous introduire les participants à cette table ronde. Donc, j'ai le plaisir d'avoir à ma gauche le professeur Marc-André Reynolds, qui est directeur du Centre du droit de l'art ici à l'Université de Genève et titulaire de la chaire UNESCO en protection internationale des biens culturels, et ainsi que le professeur Lorenz Baumer, qui est professeur ordinaire et vice-doyen de la faculté des lettres, grand spécialiste des questions d'antiquité, d'archéologie classique. Et ensuite, on a un quatrième participant, mais en fait, vous êtes qui, vous ? Il est malheureusement muet, mais comme nous vivons dans une période où le monde réel et le monde virtuel entrent de plus en plus en contact, et comme c'est le sujet de ce soir, nous avons eu l'idée d'introduire donc comme quatrième participant une pièce que vous pouvez par ailleurs regarder dans notre exposition actuelle à la collection des moulages de l'université, qui a le titre l'Apollon Mantiklos. C'est pas l'original, n'ayez pas peur, c'est une copie, mais l'original qui se trouve au Museum of Fine Arts à Boston représente une pièce du début du 7e siècle avant Jésus-Christ, une statuette probablement d'un guerrier, donc il faut compléter le casque et son arc qui tient dans ses mains, et qui était dédiée dans ce sanctuaire que nous connaissons malheureusement pas, près de Thèbes, donc pour une fois nous ne sommes pas à Athènes. Et il porte sur ses jambes une inscription où Mantiklos, qui est la personne qui l'a dédiée à cette époque-là, écrit « Je dédie cette pièce à Apollon avec l'arc en argent, dans l'espoir que je vais recevoir quelque chose qui vaut cet effort. » Donc là, nous sommes dans une approche très, très économiste. Mais ce qui nous importe ici, donc, vous voyez une copie artificielle, en bronze artificiel, comme on l'appelle, donc un vrai moulage, et puis vous avez vu sur l'écran la numérisation de ces pièces sous forme d'une vidéo. Donc là, nous sommes pleinement dans le domaine. Et donc, professeur Baumer, si je suis chercheur et je découvre cette statuette sur un site archéologique dans le cadre d'une fouille, il se passe quoi ? Bon, les lois aujourd'hui sont assez claires, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans le sol appartient à l'État. Donc, ce n'est pas une propriété privée dans la très, très grande partie des États aujourd'hui qui existent. Et cela vaut aussi pour tout ce qui concerne aussi donc, la documentation de ces pièces. Donc, nous n'allons pas seulement dans un pays pour y faire des recherches, mais nous devons avoir les droits, les licences de recherche. Donc moi, je suis chercheur, j'ai trouvé cette statuette et j'aimerais prendre des photos et en parler sur mon blog.
Alors là, je me tourne vers le professeur Reynolds. Est-ce qu'il y a un cadre à respecter? Alors, vous avez devant vous notre quatrième orateur, qui est une reproduction. Lawrence Baumer vous l'a dit, ce n'est pas l'original. L'original se trouve à Boston, au Museum of Fine Arts. Il a, l'original, eu sa vie, d'ailleurs, qui a peut-être posé des questions très intéressantes sous l'angle du droit de la propriété matérielle. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Qui l'a trouvé? Qui l'a acheté, vendu, etc. On ne va pas nécessairement parler de ça ce soir, parce que l'objet matériel soulève des tas de questions, mais en réalité, aujourd'hui, avec les reproductions, avec les images, on passe vers le numérique, on passe à autre chose. Donc ici, ce n'est pas l'objet matériel, mais c'est l'objet, une copie. Ça n'est pas un faux, parce qu'il n'y a pas l'idée de tromper. Mais là, je me tourne tout de suite vers Anne-Laure, parce que c'est un grand sujet que Anne-Laure connaît très bien, puisqu'elle a écrit sa thèse sur le sujet. Mais ce n'est pas un faux, c'est une reproduction. Et là se pose toute une série de questions de nature, non pas de droit matériel, mais de droit immatériel. C'est tout ce qu'on appelle, nous les juristes, la propriété intellectuelle. Vous avez d'un côté la propriété matérielle de l'objet, c'est l'objet qui est à Boston, qui a certaines aventures qui vont lui arriver, et puis après il y a tout ce qui est autour de la reproduction de l'objet, notamment celle-ci, puis après peut-être il y aura une reproduction virtuelle, des images, sur la carte postale, vous avez vu une bonne reproduction, puis une reproduction totalement virtuelle derrière. Tout ça sont des questions immatérielles. Et c'est un autre domaine du droit que celui de la propriété immatérielle. Et alors, si on veut, pour reprendre ta question, se poser la question, mais au fond, est-ce qu'on peut la mettre sur son blog? Est-ce qu'on peut la recopier? Est-ce qu'on peut peut-être la déformer, etc. Tout ça sont des questions qui seront traitées par le droit de la propriété immatérielle. Et dans la mesure où l'objet est très ancien, hein, tu nous as dit qu'il est au plus ou moins 3000 ans, eh bien, il est tombé de ce qu'on appelle, tombé sans se faire mal, mais il est tombé dans le domaine public. Et ça veut donc dire qu'on peut, en principe, le reproduire sans devoir demander d'autorisation à son auteur, fort heureusement, parce que ce serait compliqué, ça, voire des descendants, parce qu'il fait partie du domaine public. Et donc, on peut, à première vue, le reproduire sans trop de problèmes. Et donc, d'un point de vue de l'archéologie, est-ce que ça a du sens de reproduire une statuette comme ça? Est-ce qu'on peut finalement se passer de l'original? Pas vraiment. Mais juste, si tu permets de reprendre ce monde idéal que tu as dessiné avec la propriété publique, la réalité est en effet un tout petit peu différente. C'est-à-dire, c'est le musée à Boston qui se réserve tous les droits sur toutes sortes de reproductions de la pièce. Donc, ce que vous pouvez faire en visitant le musée, c'est la regarder. Prendre des photos dans ce musée particulier, à mon savoir, n'est pas permis. Donc, vous pouvez le regarder, mais après, l'achat le billet d'entrée. Mais la diffusion des images sur Internet n'est pas possible. Mais compliquons un tout petit peu la chose, parce que pendant la pandémie que nous venons de passer, nous avons profité à la collection de moulages de mettre en ligne environ une quarantaine de nos moulages en modélisation 3D que nous avons réalisés, bien heureusement, juste avant. Et donc là se posent en effet les questions. Ces modèles ne nous appartiennent pas, mais avec la société qui les a faites, j'ai fait une convention que nous pouvons les utiliser librement pour nos affaires sur les sites de l'université. Mais à qui maintenant appartient le modèle 3D? De plus, ce modèle 3D est fait d'après un moulage, comme c'est le cas ici, dont l'original se trouve dans un musée. Et ça reproduit la forme d'une statue
dont nous n'avons pas les droits de les reproduire parce que ça peut se trouver en Italie, en Allemagne ou n'importe où. Mais les moulages, ils sont de chez nous. Alors là, je peux un peu faire comme je veux. Mais là, ça devient juridiquement très vite très compliqué parce que si je reproduis un moulage qui est lui-même une reproduction, mais qui donne exactement la forme de l'original, est-ce qu'il me faut en ce cas-là une permission du propriétaire de l'original, oui ou non? En tout cas, il vous faut un avocat. Donc. Ça se complique, l'affaire se corse. Alors, à première vue, dès lors que la copie est tellement parfaite qu'elle devient presque une nouvelle œuvre, là, il va y avoir le droit de propriété intellectuelle va s'intéresser à ça et va dire attention, vous avez un original, vous avez une copie, mais cette copie, en fait, elle commence à avoir ses propres droits. Et il faut peut-être s'intéresser à cette copie si parfaite. J'ai été voir, je vous recommande, à l'EPFL, l'exposition Deep Fakes. Alors, je vois quelqu'un qui hoche la tête. C'est passionnant, notamment parce qu'on vous y montre combien on arrive aujourd'hui avec les technologies à faire des reproductions grâce à des techniques de laser totalement très bonnes, voire meilleures que l'original. C'est vraiment incroyable. On arrive à reboucher certains trous qu'a connus l'original, etc. Et donc, vous avez là des exemples tout à fait fascinants de ce qu'on arrive à faire avec la technologie aujourd'hui. Alors, la technologie, bien sûr, l'invention, elle va être protégée. Celui qui a créé quelque chose va pouvoir le protéger, mais va se poser la question, et les juristes ne sont pas tous d'accord, c'est savoir, au fond, cette copie parfaite, peut-être même meilleure que l'original, est-ce qu'elle ne doit pas être protégée, elle aussi? Et alors là, c'est effectivement des grands débats. Pour venir à quelque chose d'un petit peu plus simple, juste là, entre nous, une photo. La question se pose, au fond, si je fais une photo d'un objet tridimensionnel, est-ce qu'elle va être protégée, cette photo, ou pas? Alors, ça a été l'objet de grandes discussions dans le Parlement suisse il n'y a pas longtemps. Et il est arrivé à la conclusion que oui, une photo d'un objet tridimensionnel, même si ce n'est pas original, même si c'est juste une photo, est protégée par la loi sur le droit d'auteur. C'est controversé, il y a des tas de gens qui disent que c'est complètement absurde parce qu'on protège quelque chose qui n'est pas original, mais n'empêche qu'on le protège quand même. Donc j'ai un risque ici que ma statuette reproduite soit finalement protégée par des droits qui appartiennent à l'auteur de la reproduction. Donc ça commence un peu à se compliquer. Alors, que fait l'archéologue? Il s'adresse à un juriste. En effet, nous sommes confrontés dans le travail de l'archéologie de plus en plus au quotidien avec ces questions juridiques. Soit ici à Genève, où on a déjà aussi réalisé des projets ensemble. Je vous rappelle l'exposition de sarcophages romains qui a été restituée après une exposition ici à Genève, en Turquie. Mais en effet, ça complique énormément les choses. Ce n'est pas seulement les questions des droits, c'est surtout aussi les questions de la diffusion par le numérique de ces modèles 3D, de ces images numériques où c'est très difficile aussi de vouloir contrôler quels sont les éléments, qu'est-ce qui est diffusé. Voilà, ça arrive sur un blog, ensuite ça se diffuse par n'importe qui. Et par principe, il faut se protéger en tant qu'aussi chercheur, que pas quelqu'un prenne les images et puis les utilise à ses propres propos sans disposer des droits, parce qu'à l'origine, si vous mettez une image en ligne, c'est vous la responsable ou le responsable de la diffusion de cette image. En effet, on peut le dire, c'est un effet un peu pervers. C'est-à-dire, avec la numérisation, la diffusion des images numériques, des modèles 3D, est devenue techniquement, ces dernières années, extrêmement facile. En même temps, la complexité des questions juridiques mène en effet au résultat qu'on publie de moins en moins d'images, car on prend des risques en mettant en ligne des images.
Ce sont des risques de protection. Si je peux donner rapidement un petit exemple aussi de site, nous ne mettons pas toutes les informations à disposition aussi pour protéger des sites archéologiques. Pour vous donner un exemple très récent, où la question va se poser, l'unité d'archéologie classique a commencé il y a juste un mois un nouveau projet de recherche qui porte sur le site de l'épave d'Anticythère, donc un des meilleurs et plus fameux, une plus fameuse épave de l'Antiquité. Dans très peu de temps, nous avons établi un modèle 3D en haute résolution de ce site dont nous avons besoin pour nos recherches. Mettons-nous ça à disposition du public, nous prenons un risque, comme ça devient facilement accessible. Bon, c'est protégé à une profondeur de 50 mètres sous l'eau, mais quand même, donc ça permet aussi, ça enlève aussi des raisons de protection. Pour les images, c'est un peu les mêmes choses. Donc, on met à disposition des images qui donnent aussi donc des accès à des informations qui éventuellement pourraient être exploitées d'une manière illégale. Donc, tout vient, on devient de plus en plus hésitant, et l'effet est en effet que nous publions moins d'images qu'on aurait publiées autrement. Donc, la facilité technique a apporté une complexité juridique qui freine le travail. En outre, je ne suis pas juriste et je n'ai pas l'intention d'en devenir un. C'est un paradoxe, parce que d'un côté, on a la technologie rend les images beaucoup plus accessibles, et on peut les diffuser, les télécharger, etc. Et d'un autre côté, effectivement, la science, on a peur de faire un faux pas. On lit ces conditions générales. Alors moi, j'ai été sur le site du musée de Boston. Hein. Je me suis dit, ah bah tiens, si je voulais reproduire cette petite statuette, qu'est-ce que je devrais faire? Alors, c'est vrai qu'on peut la télécharger gratuitement. Ça va. Mais si je veux faire un tout petit peu plus, une copie un peu meilleure, si je veux avoir une copie couleur, tout commence à coûter. Il y a des frais, $35 pour un color print, $5 pour une résolution digitale un tout petit peu meilleure. Ah, si je suis pressé, $250, parce que ça, je peux avoir encore mieux, plus vite, etc., etc. Et finalement, ça fait peur. On se dit, oh, mais dans quoi est-ce que je m'engage? Ça, si je dis que j'ai envie d'une copie de ça, ça va non seulement me coûter, mais en plus, je risque de faire faux, puis je vais avoir encore des avocats américains sur le dos, quelle horreur. Et donc, paradoxalement, on arrive à une situation où, au fond, l'information circule moins. C'est vraiment intéressant et ça vaut la peine de l'étudier. Donc, on l'aura compris, lors de notre prochaine visite au musée, il faudra faire très attention à ne pas sortir trop vite votre smartphone pour prendre des photos des objets qui sont exposés, même ceux qui datent d'il y a quelques siècles en arrière. Dans le fond, ça n'a pas tellement changé pour les archéologues. J'étais toujours un peu jaloux des touristes parce qu'ils pouvaient aller au musée, prendre les photos. Dès que les gens du musée savaient que je suis archéologue, j'ai eu besoin toujours d'un permis pour chaque photo. À l'époque, on ne me chargeait pas pour ça. Aujourd'hui, aussi, les institutions sont évidemment sollicitées de monnayer leur trésor, pour ainsi dire, et ça augmente les frais. Là, nous parlons d'une pièce et de 2-3 pages de formulaire à remplir. Maintenant, je pense à mes pauvres doctorantes, mémorants et mémorantes qui parfois ont besoin de 200-300 images. Donc, vous voyez que vous passez une bonne partie de votre vie ensuite en remplissant des formulaires au lieu de faire de la recherche. Donc, ça, c'est un autre élément. Mais en effet, nous sommes confrontés de plus en plus avec ces questions et nous devenons très, très hésitants pour ce qui est public. On peut observer la même chose aussi, et là les musées sont aussi appelés, avec la mise à disposition d'informations dans ce qu'on appelle régulièrement des musées virtuels, ce qui ne sont d'habitude pas, ce sont des pages web avec quelques images, où on met à disposition les pièces, mais avec une mauvaise résolution. Donc, c'est une documentation qui, à la fin, ne sert pas à grand-chose. Et dès que vous voulez plus, vous devez le financer. En même temps, ça nécessite aussi des compétences. Pour faire une belle vidéo comme ça, il faut le spécialiste de la vidéo qui est capable de la faire. Pour faire un modèle 3D, vous devez acquérir les compétences nécessaires. Vous devez apprendre la modélisation 3D. Vous devez apprendre les moyens du traitement d'images numériques qu'on peut aussi changer, adapter à la bonne façon.
Donc ça complexifie aussi au niveau des compétences qui sont nécessaires de la part des chercheurs. Chez nous, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs dans la salle qui sont des maîtres des systèmes d'information géographique, des reconstitutions orthophotographiques et autres choses. Mais maintenant, il se rajoute toutes ces compétences autres. Donc, c'est-à-dire, les musées, les chercheurs doivent acquérir nécessairement toute une série de compétences. Et maintenant se rajoutent encore les compétences juridiques dont nous devons disposer. Donc, ça rajoute une complexité qui va très très loin et qui nécessairement a aussi son impact à la durée des études, à la durée du travail du chercheur. Alors justement, avant d'en venir aux compétences juridiques, j'aimerais simplement rappeler à ceux qui sont à la maison qui peuvent absolument nous poser leurs questions dans le chat, qui nous seront relayées dans quelques minutes. Et pour vous, on aura évidemment aussi le temps d'aborder vos questions. Donc, j'en viens maintenant aux aspects juridiques. Finalement, est-ce que le musée, lui, doit aussi prendre des précautions avant d'inventorier des œuvres, de les mettre sur son site ? Alors oui, bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, je vous le disais au début, il y a des règles qui s'appellent donc le droit d'auteur, la protection des règles, la protection des créations immatérielles, et le droit d'auteur permet un certain nombre de choses. Par exemple, on parlait des photos dans les musées, enfin, en principe, vous pouvez prendre une photo d'une œuvre dans un musée, parce que vous bénéficiez de ce qu'on appelle la liberté de panorama. Vous avez le droit de photographier quelque chose qui se trouve dans un espace public. On ne peut pas vous l'empêcher. Alors c'est paradoxal parce que les musées souvent l'interdisent ou demandent qu'on paye. Alors s'ils le font, ce n'est pas du tout pour des questions de droit d'auteur, c'est des questions autres, de gestion de la collection, de sécurité. On ne veut pas qu'on prenne des photos avec des flashs parce que ça peut abîmer, etc. Donc c'est d'autres raisons souvent qui vont amener à ce que... Mais de nouveau, vous voyez qu'il y a en fait toute une série de règles, qu'on le veuille ou non, qui s'appliquent là autour et qui vont rendre effectivement l'utilisation de l'œuvre et l'utilisation de l'information autour de l'œuvre plus compliquée. Et donc là, il va y avoir peut-être des freins, et on va devoir les traiter. Ce qui fait que quand on fait de la recherche en matière d'archéologie, on va devoir, qu'on le veuille ou non, s'intéresser aussi aux questions juridiques, questions de propriété intellectuelle, certaines questions peut-être de propriété industrielle, et bien sûr aussi, pour revenir au début, à des questions plus classiques de la propriété tout court, à qui appartient l'objet. Mais ça, ce n'est pas la discussion de ce soir. Laurence Baumer. Il faut aussi comprendre les musées. En effet, la numérisation, comme je l'ai dit, elle nécessite un enjeu et tout enjeu de compétences et que les musées, dont les musées ne disposent d'habitude pas. Donc, c'est-à-dire, ça donne des nouveaux profils aussi, des collaborateurs dans les musées. Vous devez faire appel aux spécialistes de la modélisation, des photos numériques, etc. Alors que les musées, d'abord, et aussi les dépôts des services archéologiques, pour donner un autre exemple, sont appelés de travailler avec le matériel. Donc, la première compétence d'un archéologue, c'est qu'il a le retour au matériel, qu'il sait lire le matériel et faire quelque chose avec. Et maintenant, vous devez apporter toutes ces compétences supplémentaires, et cela implique des frais. Si vous ne le faites pas vous-même, vous avez meilleure qualité, vous faites appel à un professionnel, mais les professionnels, ils coûtent cher. Et donc, c'est-à-dire, et là, c'est un deuxième impact que nous vivons, c'est-à-dire, ça enlève sur les fonds de gestion. Donc, de plus qu'il faut investir aussi dans la présence dans le monde virtuel, évidemment, ça vous enlève des fonds pour le travail pour lequel vous êtes appelé en tant que musée, la conservation du patrimoine dans le sens proprement dit. Donc là aussi, nous sommes dans cette ambiguïté que l'impact donc, de la numérisation sur le monde réel a un impact sur la possibilité de travailler sur le matériel direct, ce qui est par principe la première sollicitation que nous avons. Et les formations que nous vous présentons ce soir répondent justement à ces nouveaux besoins qu'il s'agit d'acquérir avant d'endosser ces rôles. Donc, en fin de compte, on ne peut pas simplement se passer de l'objet matériel, puisque
Finalement, je la trouve assez jolie, cette statuette, comme ça, sur écran. Je vais vous choquer maintenant. Et l'enlever, et vous allez constater, il est lourd. Donc, c'est-à-dire, le matériel a une matérialité qui fait aussi l'objet de nos études. C'est-à-dire, un modèle 3D réduit l'objet à sa forme. Si on va plus loin qu'avec Deepfake, ça va un peu plus loin, mais ça ne remplace pas la matérialité de l'objet. On pourrait prendre la céramique, on fait des coupes en microstructures pour comprendre la composition de l'argile, etc. Donc là, on ne peut pas se défaire du matériel, mais il y a un certain risque là derrière. Imaginez-vous les dépôts d'un service archéologique, les dépôts d'une soprintendenza en Italie, où il y a des dizaines de milliers de caisses de matériel qui n'ont jamais été étudiées, et ça serait urgent de le faire. Et en même temps, on est obligé, et c'est une obligation, on répond à cette obligation aussi volontairement et volontiers, donc d'entrer dans le monde numérique. Donc maintenant, ça n'enlève pas, et ce n'est pas une mise en danger, disons, la numérisation, le numérique, mais ça rajoute des devoirs et qui ont, juste par la masse de travail qui s'impose, un impact qui peut être négatif, qui peut avoir une réduction, donc en effet, de l'efficacité de ce que nous avons. À part de cela, évidemment, des jolies pièces comme celle-ci, qui est une pièce d'une importance majeure dans l'histoire de l'art antique. Actuellement, je n'ai pas encore vu, je pense qu'ils sont très restrictifs à Boston, mais ça va donner un modèle à haute résolution qui sera accessible. Mais qu'en est-il des choses dites misérables, des petits fragments de céramique dont personne ne veut s'en occuper, sauf les archéologues, des milliers de pièces qui arrêtent d'être étudiées? Tout cela ensuite sera à la fin moins étudié à cause de cette orientation et de ses impacts. Mais effectivement, donc, je pense qu'il faut voir, il ne faut pas voir l'objet matériel contre l'objet numérisé, mais en réalité, les voir comme deux facettes de la même chose. Vous avez l'objet matériel, ici, je suis content de pouvoir le toucher, hein, il est à un certain poids, peut-être que tu veux aussi le supposer, et l'aspect numérique qui va autour. En réalité, on gagne en information grâce au numérique. Il y a des exemples je crois que c'est un projet avec Google Arts, alors on sort de l'Antiquité, mais qui a fait une image extrêmement précise de l'Opéra de Paris et donc du plafond de l'Opéra de Paris, qui a été peint par célèbre, Matisse, je crois, Chagall. Et grâce à la qualité de l'image, on a découvert des petits personnages que personne ne voyait parce que c'est tellement loin, et on les a redécouverts. Et en réalité, on a redécouvert d'ailleurs que c'était un des fils de Chagall qui était très déçu d'avoir jamais été reproduit ou pris en modèle par son père. Donc il y a toute une histoire qui a été révélée grâce à la numérisation. Donc tout ça pour dire, je pense qu'elle est un élément positif. Mais il faut la gérer avec attention. Il ne faut pas que ça nous écarte complètement du réel. C'est pour ça qu'effectivement, comme tu le disais, il faut quand même aller au musée ou quand même utiliser les compétences et les objets qu'on a et qui sont là, mais ajouter à cela l'information du numérique. Là, c'est du positif. Il ne faut pas que ce soit antinomique. Non, pas du tout. Les avantages sont évidents. Donc, on peut aussi comparer aujourd'hui des pièces qui se trouvent à des endroits très différents. Ouais. En les tournant, en les mettant dans la bonne position, on peut se défaire un peu des mauvaises photos noir et blanc qui sont dans des différentes perspectives. Donc, l'avantage, l'apport qui est donné, il est majeur. Dans le cas d'Anticitaire, ça nous permet de préparer les plongeurs et préparer leur mission, qui ne peuvent que durer que 30 minutes, d'une manière extrêmement précise, et plus tard, donc alors vraiment travailler d'une façon qui est que positive. Donc ça, c'est incontestable. Mais ça montre que c'est un défi avec lequel nous sommes confrontés avec une rapidité de développement. Et un deuxième élément dont je pense c'est utile d'en parler, c'est la durabilité des questions.
Le matériel, il a une certaine durabilité, la preuve est faite, hein, la pièce tient depuis plusieurs millénaires de chez nous. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'ouvrir un fichier Word qui date d'il y a 20 ans, où les PDF n'existaient pas encore, ce qui m'est arrivé avec mon test de doctorat qui était sur Word 5.5 et je n'arrive plus à l'ouvrir. Donc là, la durabilité, soyons généreux, d'ISO est de 30 ans. Donc et là, nous aurons un autre défi qui va venir, c'est l'actualisation de ces données numériques qui va imposer encore plus de compétences, nécessiter encore plus de compétences et de travail, sans parler, qu'en est-il de la gestion? Si je fais la conversion d'un modèle qu'a fait quelqu'un d'autre, je le mets dans un nouveau logiciel, est-ce que c'est maintenant, où est le droit de l'auteur? C'est celui-là qui l'a converti, ou c'est le créateur, où nous sommes. Ça va être compliqué. Donc, vous voyez, ça complexifie la chose encore plus. Donc, les questions de durabilité sont, à mon avis, à ce jour, très très mal réfléchies dans le domaine du numérique, sans parler évidemment de tous les aspects écologiques. Donc, nous devons réfléchir sur cela. Nous ne pouvons pas tout simplement dire, le monde est génial, faisons ça, ah chouette, qu'est-ce que je peux faire? Il faut penser en amont, parce qu'autrement, il y a en effet le risque qu'on investit énormément de créativité, de savoir, de technologie, pour quelque chose qui ne va pas tenir de très longtemps. Et d'argent, et ce qui fait que, comme tu le disais très justement, les fonds ne sont pas illimités, donc vont être consacrés par les musées plus dans des aspects gestion de la technologie, utilisation des bases de données, qui sont bien sûr très utiles, mais qui coûtent et qui empêchent de s'intéresser ou de restaurer, conserver les objets. Donc il y aura peut-être moins de souvenirs shop dans les musées et plus de questions numériques et d'écrans qui accompagneront peut-être les objets exposés. En tout cas, c'est un développement qu'on ne peut plus freiner et auquel il faut faire face effectivement en connaissance du cadre qui s'applique. Alors, oui. Effectivement, le rôle du musée, avec ça, comme tu le sous-entends, mais très, très clairement, le rôle du musée change. Et on le voit aujourd'hui, hein, les expos qui marchent, c'est des expos qui ont beaucoup de visuels autour de l'objet, des écrans, des interactions, etc. Et donc, là aussi, les étudiants de demain sont ceux qui vont comprendre vraiment ce que c'est qu'un musée, comment il fonctionne, et comment intéresser le public, le faire venir à présentiel ou à distance. Mais effectivement, le rôle et la définition du musée est bouleversé. Alors, je souhaite maintenant ouvrir le débat à vous, ici et à la maison. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des interpellations? Oui, madame. Donc moi, j'ai terminé mon doctorat, je suis spécialisée justement dans l'étude du bâti. Les outils numériques, c'est juste un outil que j'utilise tous les jours, j'ai pas le choix. J'ai dû m'adapter, j'ai dû me former, Ce sont des formations qu'on n'acquiert pas à l'université, qu'on acquiert à côté, avec des stages, des formations, etc. Là, je suis dans la suite de mes projets, je les monte grâce au FNS, et il faut savoir qu'au FNS, les choses ont changé dans les demandes de bourse. C'est que maintenant, ils demandent des DMP, des Data Management Plan. Ouais. Et ça change la vie d'un chercheur. J'ai mis 6 mois à faire le mien. Et pourtant, je connais bien le monde du numérique. Parce que justement, il y a toutes ces notions que l'on nous demande sur la numérisation, les outils numériques, l'utilisation, le format, la quantité, où on va y stocker, comment ou pourquoi, les questions éthiques de stockage des données, est-ce que ça va être sur des serveurs, bref, tout un panel de questions, y compris les droits d'auteur et les droits scientifiques. Et c'est de plus en plus compliqué. Parce qu'en réalité, les temps de travail n'ont pas changé. Quand on demande une bourse, elle est de 4 ou 5 ans. Bien. 4 ou 5 ans, dans un temps normal en lettres, en archéologie, c'est illusoire. On sait très bien qu'on dépasse tous ces données-là parce qu'on a beaucoup de données justement à acquérir et à générer. Ces données qu'on acquiert et qu'on génère, on nous demande de plus en plus justement de les rentrer dans des cases, des serveurs, extraire les datas, gérer les datas, faire des statistiques. Enfin, ça devient plus le métier de l'archéologue en fait. On devient autre chose. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on est obligé d'externaliser une partie en fait des acquisitions de données parce qu'on n'a plus le temps de le faire, même si on a des compétences. Et là, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que justement, comme le disait le professeur Baumer, c'est que l'argent est dispatché différemment. Par exemple, pour mon projet que je suis en train de monter, je dois dédier 10% de ma bourse
en externalisation parce que je n'ai pas le temps d'acquérir ces données. Pour la modélisation 3D, que je sais gérer, que je sais générer, je n'ai pas le temps de le faire. Je suis obligée d'engager des assistants techniques. Alors je sais le faire, j'ai les compétences, mais je n'ai pas le temps de le faire. Parce qu'on me demande de gérer toutes ces datas. Et en plus de les gérer, après, il faut les étudier et les analyser. Et en fait, ça devient un peu le serpent qui se mord la queue. C'est des outils géniaux et j'adore travailler avec eux parce qu'on arrive à obtenir des résultats qu'on n'obtiendrait pas sans. Cependant, ça demande des compétences très importantes, bien plus que ce qu'on apprend à l'université. On dépasse toujours le cadre, c'est évident. En archéologie, c'est même fondamental. Si on ne le fait pas, on ne suit pas. Que ce soit dans les demandes d'autorisation, ça devient sans fond. Et la question des droits se pose à toutes les étapes du coup. Par exemple, j'externalise, c'est mon projet. J'ai la direction du projet, j'ai la direction sur le site, j'ai la direction scientifique, mais j'externalise la prise des données et la gestion. Donc il va y avoir des questions de droits d'auteur. Mais moi, ces données, je vais les traiter derrière. Donc je vais aussi être auteur des droits, de données qui seront prises par d'autres personnes. Il y a aussi les droits scientifiques. Donc c'est aussi des questions de... Je ne sais même pas si c'est possible, parce qu'on nous pose ces questions maintenant au FNS, et on n'a pas les compétences, en fait, pour y répondre. Donc moi, j'ai simplement dit que je répondrai à la fin de la recherche quand j'aurai acquis... quand j'aurai toutes les réponses, quoi. Et que je ne divulguerai rien dans l'intervalle. Mais ça nécessite, du coup, de ne plus rien divulguer, de ne plus rien diffuser, tant qu'on ne connaît pas les droits. Et ça devient vraiment compliqué. Parce que justement, ces modélisations 3D, elles sont d'une richesse et elles sont fondamentales maintenant pour la recherche. Mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je les diffuse? Là, moi, j'ai passé un deal avec l'État avec lequel je vais travailler, comme quoi je vais faire une cession des données pour qu'ils puissent l'utiliser pour le site touristique. Parce que finalement, on fait de la recherche, c'est pas que pour nous, c'est pas que pour les chercheurs qui vont nous lire, mais c'est aussi pour les autres. Donc je vais devoir faire une cession de ce que moi j'ai acquis. Ça me gêne pas. Mais ça devient... En fait, vous voyez, ça complexifie. Vous et avez pas pu un pays monnayer européen. cette session? Hein? Est-ce que vous avez pu monnayer cette session? Non, ce sera gratuit. Excusez-moi, mais non, il faudrait... Non. Ah bah, oui, mais vous dites que vous n'avez pas assez de temps pour la recherche parce que vous devez déléguer quelque part. On peut pas. Excusez-moi, le juriste, je ne veux pas non plus être Oui, mais on ne peut pas le faire. Mais... Avec le FNS ou même d'ailleurs avec tous les financements, maintenant, c'est de l'open access. Absolument. Les données sont accessibles, libres et gratuitement. Très juste. Donc je n'ai pas à monnayer. De toute façon, ce sera non commercial. Ce sera, voilà. Et vous voyez, tout ça change quand même la façon d'aborder une recherche, que ce soit au niveau du bachelor, du master, du doctorat et encore après. Et j'ai commencé à travailler avec le numérique il y a 20 ans. Je ne vous explique même pas les changements depuis. Mais là, ça va à une vitesse que même moi qui travaille tous les jours avec, je suis prise de court et je cours après les informations en fait. Et pourtant, je suis dedans tous les jours. Vous êtes le cas pratique de cette discussion de ce soir, donc merci pour cet exemple. Oui. Non, mais c'est vrai, qu'on le veuille ou non, le numérique s'impose à nous. Le numérique, les protections des données, et par effet ricochet, le droit. Donc on n'aime peut-être pas le droit, mais le droit s'intéresse à nous, quoi. Merci pour ce témoignage. Une question au fond, oui, madame. J'ai juste un commentaire et deux petites questions. Je vais d'abord parler de commentaires. C'est très dommage que vous n'avez pas d'abord parlé de qui est propriétaire de cet objet. Musée de Louvre, musée de Boston, musée de New York et Londres sont pleins des objets, je suis désolée d'utiliser le vraiment volés. Ça, c'est la première chose. Bon, vous avez décidé de ne pas en parler. Mais deuxième chose, si je prends, il y a un objet protégé, c'est même une photo protégée que je trouve dans le Wikipédia. Je peux le photographier et présenter dans une conférence non publique, même non, dans une petite communauté. Par exemple, vous présentez cet objet qui est peut-être protégé. Est-ce que vous avez le droit de l'exposer et nous le protéger, montrer dans une conférence? D'autre part, est-ce que le musée de Boston, dont vous avez longuement parlé, est-ce que cet objet lui appartient? De quel droit, si ça ne lui appartient pas, de quel droit le musée de Boston a le droit de faire les règlements de musée là-dessous?
Alors, des questions pour notre juriste ce soir. Donc, on va commencer par la première, la question de la propriété. Alors déjà, il faudrait savoir, bon, c'est un long débat, mais peut-être en quelques phrases, Marc-André. Je sais qu'on pourrait donner des conférences entières sur le sujet. Oui, alors, effectivement, c'est un choix conscient qu'on a fait ce soir. Hein. C'est pas qu'on ne veuille pas parler de la propriété. Les vols, les exportations illicites, le trafic illicite des biens culturels est un thème extrêmement important qu'il faut traiter, qui est traité par des conventions, qui sera traité dans les formations qu'on propose. Et donc tout ça, c'est juste un choix aujourd'hui. Hein. Mais ce n'est pas qu'on ne s'intéresse pas à la propriété matérielle de l'objet. Hein. Je ne connais pas l'histoire derrière cette statuette, mais elle a certainement été l'objet d'une découverte, puis elle est entrée dans le marché, on ne sait peut-être pas comment, et puis finalement acquise par un collectionneur qui, à son décès, l'a peut-être léguée au musée de Boston. Je ne connais pas l'historique, mais ça, c'est toute une autre part des problèmes, et donc je ne vais peut-être pas accumuler les questions là-dessus. Par contre, vous disiez... il y avait la question du droit d'auteur par rapport à la photographie réalisée. Est-ce que je peux ensuite l'utiliser dans une conférence non commerciale? Alors, je pense que tu pourrais mieux répondre à ça que moi, mais je vais dire deux mots. C'est ce qu'on appelle l'usage privé. Vous avez en principe, les règles sur le droit d'auteur vous autorisent, à certaines conditions, l'utilisation, soit pour votre propre usage, soit dans un cadre d'enseignement et scientifique. Alors, il faut parfois que l'université ou le lieu où se passe cette conférence ait signé des licences, mais en principe, vous êtes relativement protégé, vous pouvez le faire dans un petit groupe. Ça, c'est ce que règle le droit d'auteur. Je peux rajouter une question, parce que c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup. C'est juste la question des conférences. Merci beaucoup de votre commentaire. Car si nous donnons une conférence dans une salle ou une leçon, là, évidemment, le public qui est identifié, ce sont nos étudiants. Maintenant, avec le numérique, il y a des gens qui peuvent assister à des conférences et diffuser mondialement. Est-ce qu'on peut donner accès à tout le monde à une leçon universitaire où j'utilise des images que j'ai reproduites, des livres, de sites web? Comment je peux faire? Ou est-ce que je me mets là déjà dans la zone grise? Vous voyez là le niveau d'insécurité qui règne chez les archéologues. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Ça va dépendre du droit applicable. Donc le juriste qui est toujours prudent va vous dire « ça dépend ». Et donc, venez suivre un cours et puis vous en saurez plus. Non, c'est pas évident. Après, les lois s'adaptent et permettent un usage aussi sur Internet, enfin, permettent l'utilisation même dans un contexte scientifique, même si elle est diffusée largement. Mais voilà, c'est une zone grise. Et je me permettrais juste d'ajouter à ça que selon le droit d'auteur suisse, les œuvres des beaux-arts ne peuvent pas être reproduites intégralement, même dans un contexte pédagogique. Et c'est très complexe parce qu'on le fait tous, moi y compris dans mes cours, et malgré cela, ProLiteris, qui est donc la société qui gère les redevances dues aux auteurs en Suisse, a instauré un tarif. Et donc les universités, en clair, payent une redevance à ProLiteris. Et donc, quelque part, c'est une zone grise, mais au moins on rémunère les auteurs pour faire cet usage-là. Mais c'est effectivement une question très complexe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour, alors merci pour votre présentation, très intéressante. Je voulais juste, alors je ne suis pas un fanat de la numérisation du patrimoine culturel, mais pour répondre à la question qui a été posée, numérisation du patrimoine, que devient l'objet? L'objet, il peut survivre. Quand on prend l'exemple récent, 2018, le musée national de Rio, enfin du Brésil, à Rio, part en fumée. Des millions d'objets ont été perdus, finalement, et donc les chercheurs ne peuvent pas les étudier. Donc finalement, il y a aussi des avantages à la numération des objets. Ils peuvent survivre en cas de catastrophe. C'était simplement un petit commentaire.
Merci. Excellent commentaire, vous avez tout à fait raison. De nouveau, sans vouloir faire de la pub pour l'EPFL, mais je les aime beaucoup, il montre aussi dans cette exposition les travaux d'une start-up, qui n'est peut-être plus tellement une start-up, qui s'appelle Iconem, qui reproduit des œuvres, enfin des Palmyres et d'autres sites antiques qui ont été détruits. Alors, il ne s'agit pas, c'est un grand débat, mais il ne s'agit pas de reconstruire ce qui a été détruit. Je crois que ça, ce serait, enfin, les archéologues ici sont certainement contre cela. Mais par contre, il s'agit de préserver la mémoire d'un lieu et d'un site grâce à des données qu'ils arrivent à obtenir par des survols en drone, par des photos comprises des touristes, il y a toute une richesse de matériaux qui permet de recréer ce qui a disparu. Mais ça ne doit pas changer l'évolution de l'objet, l'évolution de la matière, l'histoire. On ne peut pas réécrire l'histoire. Je peux te donner la réponse d'un archéologue. Alors, et merci à Geoffrey pour la question, comme on a beaucoup discuté de ces questions. En effet, c'est excellent ce qu'on peut faire. Évidemment, ça permet d'accéder au site de Palmyre, d'étudier le temple dans un état reconstitué qui malheureusement n'existe plus. Et c'est tout d'abord notre faute, mais ça c'est notre prédication que je vais faire un autre jour. Mais où ça commence à être très difficile, Palmyre est devenu un site de prestige. Tout le monde s'y jette. Il y a tous les pays du monde qui veulent faire le projet de numérisation, mais en même temps, ça enlève autant, désolé de revenir aux questions de financement, que d'autres sites détruits, Tour Europos, Marie, Apamée, la liste est sans fin, sans parler des villes comme Alep. Personne ne s'en occupe parce que ça ne s'inscrit pas dans ces lieux de prestige, alors que l'importance patrimoniale est au même niveau. Donc, est-ce que c'est vraiment l'intelligence de s'y jeter? Voilà, comme ça confirme l'exemple qu'on avait cité avant. On se jette sur les objets, les sites de prestige, et en même temps, ça enlève des réserves qui seraient extrêmement importantes d'être appliquées à des sites moins évidents. Autrement dit, est-ce que ça vaut la peine de conserver, je provoque maintenant volontairement un peu, le site Bastion Saint-Antoine ici à Genève, si on peut numériser le truc et nous pouvons utiliser bien plus d'argent pour engager à Avenches. Vous voyez, les questions qui se posent sont toutes nouvelles et vont directement au fond de la responsabilité que nous avons en face du patrimoine matériel et de la numérisation avec tous les avantages que ça apporte. Que la numérisation peut conserver des pièces qui n'existent plus, par principe, c'est juste une traduction de quelque chose qui était avant. Avant, on faisait des moulages, et les moulages conservent, et vous pouvez les voir dans notre collection évidemment, mais les moulages conservent des états, voire des œuvres entières qui n'existent plus. Donc l'idée de la reproduction, elle est là, et ça a un énorme avantage, ça c'est bien clair. Et dans ce sens-là, à un moment donné, les œuvres numériques deviennent partie aussi du patrimoine. Ça c'est totalement clair, oui. Alors, je vais quand même donner la possibilité aux personnes à la maison de poser des questions. Est-ce qu'il y en a? Oui, on a quelques questions en ligne. Est-ce qu'on peut peut-être en regrouper 2 ou 3? Je vais en regrouper 2, en effet, qui vont un petit peu dans la lignée de ce qu'a dit le professeur Baumer sur le rôle de la numérisation. Une première question, c'est comment est-ce que la numérisation, justement, en tant que solution technologique, pourrait être utilisée pour sensibiliser le grand public à la sauvegarde du patrimoine culturel? Et en lien, est-ce que cette numérisation du patrimoine et d'objets d'art ne serait pas une solution pour démocratiser l'art et le patrimoine auprès du grand public? Sachant qu'un billet dans un musée peut coûter un certain prix, mais est-ce que ce ne serait pas à ce moment-là peut-être un simple report de la problématique vers le fait de disposer d'une connexion Internet, d'un ordinateur, etc. Dans le monde idéal, je souscris sans la moindre réserve à ces deux questions, à ces deux réflexions. C'est évident que la plus large diffusion du patrimoine, l'accessibilité à tout le monde, comme c'est un bien public, est le but sur lequel nous devons travailler. Mais malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde idéal, mais dans un monde surtout aussi dominé par l'économie. Et donc là, les deux éléments se mettent un peu en concurrence, on en a parlé beaucoup avec. Mais la question de la sensibilisation, là aussi, oui, on ne peut que souscrire, ça nous permet de rendre les choses visibles, accessibles. Mais il faut le faire avec une conscience qui est claire, qui est la préservation du patrimoine dans sa matérialité. Ça n'enlève pas, ça rajoute un élément. Merci pour la question.
tu souhaites rajouter? Non, non, Laurence a très bien répondu. On n'a pas ajouté une couche de plus. On a parlé des différentes couches. Donc, Très bien, alors je remercie les professeurs Baumer et Reynolds pour ce débat qui, j'espère, vous a donné envie de suivre ces deux formations. Et je cède maintenant la parole aux deux présentateurs des formations. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci à Laure, merci Marc-André, merci Laurence pour cette jolie conférence. Je vais vous parler du CAS, du Certificate of Advanced Studies, CAS in International Cultural Heritage Law, et je vais le faire en anglais puisque c'est un programme enseigné en anglais. This program is unique for various reasons. One is that it is organized by the leading institution of higher learning in the field of art and cultural heritage law and policy, the Art Law Center of the University of Geneva. At the center, we carry out various research and teaching activities for bachelor students and also more advanced students. We also look after the famous Artemis database, you know, this database open, public database where you can find the case notes studying restitution claims. The expert of the Art Law Centers, the Art Law Center also provide expert advice to institutions like governments and international organizations like the Council of Europe and UNESCO. Unquestionably, the importance of the center increased in 2012 after the establishment at the University of Geneva of the UNESCO Chair in the International Law of the Protection of Cultural Heritage, which is managed by Professor Renaud, the director of the Art Law Center. The CAS, it's not, therefore, a new program which is offered by, I would say, the best institution. However, the CAS is not only unique, it's also timely. Why? Because in the past few years, in the past few decades, there have been an increasing growth of the law and policy dealing with the various issues and problems related to art and cultural heritage. All those that care for art objects and cultural heritage, all those that work, want to work in the future in this sector, therefore should become familiar with these developments. What is therefore, what are the objectives therefore of these CAS? Well, the objective, I think, is clear, is to offer a specialization in international cultural heritage law, one specialization, a program organized, taught by the specialists of the Art Law Center and by the experts that form part of the network of the Art Law Center. So we want, I can say, offer the context for students, practitioners that want to become aware, they want to study the various legal, political, ethical, philosophical facets of cultural heritage. Who can participate in the CAS? The admission criteria are in the website. I can just mention now that we have applications from a few lawyers. They want to change, they want to redirect their trajectory, their profession in this sector. We also have applications for a few students. Of course, I'm thinking of young people that wish to work in these fields. Now, as you can see, the program will start in January 2022.
It will involve students and professors. Most of them will be in Geneva in a room like this. Many of them, including professors, will also join us like through live virtual presentations and conversations. I invite you to visit the webpage of the CIS in Cultural Heritage Law. However, I'm at your disposal today or from tonight via email or on telephone if you want to ask any other question. Thank you for your attention. Alors, bonsoir, moi je vais parler en français parce que le programme est en français. Donc, brève présentation du Archéologie classique, une introduction. Un programme qui a pour but, vous pouvez le lire sur la diapositive, de sensibiliser les participants à l'interprétation et la structuration des données archéologiques, d'acquérir, développer des capacités d'observation, description et analyse, de synthèse aussi, et de comprendre l'évolution historique et culturelle pour mieux situer les enjeux actuels de la société, puisque l'impact des cultures antiques sur nos sociétés est bien plus grand souvent que ce que l'on pense. Le programme, il est ouvert, il s'adresse à des professionnels qui travaillent dans le domaine de la culture. Je pense à des guides, à des médiateurs, aussi des gens qui travaillent dans des... oui, surtout des gens qui travaillent dans les musées, des enseignants aussi, mais il s'adresse également à toutes les personnes qui s'intéressent aux cultures classiques, qui aimeraient s'initier à l'archéologie classique. Alors, l'archéologie classique, qu'est-ce que c'est? C'est pas ça. L'archéologie classique, c'est un très grand domaine géographique qui va de la mer Noire à l'extrême occident méditerranéen, de l'Afrique du Nord jusqu'en Angleterre. C'est également une très large, je dirais, étendue chronologique, du début du premier millénaire avant Jésus-Christ, au milieu du premier millénaire après Jésus-Christ. C'est une grande diversité matérielle, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, et c'est également une grande diversité dans les méthodes qu'on applique pour la recherche. Le programme, c'est une introduction, mais condense un petit peu tout cela en 3 modules thématiques. Un premier module qui présente l'histoire de la discipline, qui présente aussi les méthodologies, les méthodes, ainsi que les questions de chronologie et de datation. Un deuxième module consacré à l'archéologie grecque et un troisième module consacré à l'archéologie romaine. Ces 3 modules constituent donc le programme dans son ensemble qui équivaut à ce qu'on appelle 12 crédits. Les crédits, je vous rappelle, ce sont des unités qui décrivent le temps qui est consacré par les participants, le temps qu'ils investissent dans la formation. Donc 12 crédits, ça fait 360 heures de travail qui sont répartis sur 3 fois 12 semaines, chaque module faisant 12 semaines. On commence au semestre d'automne, il y a le semestre de printemps et on termine au semestre d'automne suivant. Chaque module vaut 4 crédits. Ils sont sur 12 semaines, donc ça vous fait 120 heures, à peu près 10 heures en moyenne de travail par semaine. Ces modules peuvent être suivis, et c'est là une des caractéristiques du programme qui s'adresse justement à des personnes qui sont en emploi. Il peut être suivi de manière assez libre, il est très flexible. Une flexibilité, justement, on peut soit suivre le programme dans son ensemble, les 3 modules, on peut soit suivre un module seulement parce qu'on s'intéresse par exemple qu'à l'archéologie romaine, ou bien on peut suivre une année l'archéologie grecque et puis après décider 2 ans plus tard de faire le premier module. Il y a donc cette flexibilité aussi, on peut suivre avec ou sans crédit selon qu'on veuille accéder à un titre universitaire ou pas. La flexibilité, elle se traduit aussi dans le mode d'enseignement, qui est un mode d'enseignement hybride, avec pour chaque module, au début, au milieu et à la fin, une journée entière en présence et 2 plages, 2 périodes d'enseignement à distance asynchrone. Donc c'est pas des visioconférences, c'est vraiment du travail personnel ou par groupe, mais à distance, et qui permet aussi une grande flexibilité dans la gestion du temps qu'on investit dans l'étude au cours du programme. Donc, on utilise pour l'enseignement la plateforme universitaire Moodle, une plateforme qui permet de faire du travail collaboratif en ligne avec les autres participants, comme pour ce wiki par exemple, ou des travaux individuels. Le tout, toujours, je le précise,
on n'est pas laissé tout seul, il y a toujours un suivi, un tutorat assez personnalisé tout au long de la formation. Alors pour plus d'informations, plus de détails, vous avez l'adresse ici qui s'affiche à l'écran de ce certificat. Et puis bien sûr, vous trouverez aussi mon adresse email pour le contact. Et puis je suis aussi là ce soir comme Alessandro si jamais vous avez des questions. Merci. Voilà, j'espère que vous allez tous sauter sur l'occasion de suivre ces formations qui sont complémentaires, on l'a compris suite à ce débat ce soir. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.